Je dis que le langage de vérité des dirigeants de l'AES redonne confiance en la politique en Afrique. L'une des questions que toutes les Africaines et tous les Africains peuvent se poser, c'est quel est le but de l'action politique? Quel est le but de la politique? Si on fait un sondage populaire, je pense, dans toute l'Afrique, un sondage d'opinion, pour demander aux gens de dire à quoi sert la politique de leur point de vue. Pour demander aux gens de dire à quoi sert la politique de leur point de vue. Je suis certain que la réponse qui reviendra le plus, c'est que la politique sert à mentir, brutaliser, voler, pour être riche et avoir du pouvoir. Pour soi et pour ceux qui nous sont chers. Je recommence. Ça, c'est la définition la plus répandue de la politique. Vraiment, chaque fois que j'ai posé cette question à bâton rompu à mes compatriotes africains, et même l'une des difficultés qu'on éprouve quand on enseigne la philosophie, et notamment la philosophie politique aux jeunes élèves, que ce soit les terminales ou même les premières années, le cycle de licence de l'université, quand vous arrivez sur le chapitre de la politique, vous, le professeur, vous êtes vraiment très en difficulté. Parce que, en tant que professeur, vous êtes chargé de transmettre les normes de la civilisation, de la société, les principes généraux du droit, les principes généraux de la logique, les principes généraux de la morale. Vous êtes chargé quelque part, en tant qu'éducateur, de les transmettre à vos élèves, à vos étudiants. Donc quand vous commencez un cours sur la politique, vous retrouvez ce même scepticisme, ce même doute, et même cette espèce d'animosité, et même de dédain, de mépris, très répandu dans le monde à propos de la politique. À savoir que la politique, c'est l'art de mentir, donc c'est la démagogie. La politique, c'est l'art de tromper, la ruse, la pure stratégie, la tactique pour tromper. La politique, c'est l'art de s'accaparer du pouvoir, de le conserver par tous les moyens. La politique, c'est l'art de rechercher la gloire, de rechercher la puissance pour soi et les siens. Cette définition de la politique, qui est très populaire en Afrique, l'est aussi en Amérique, elle l'est en Europe, elle est en Asie. C'est la définition la plus répandue sur la Terre. Mais est-ce pourtant que la masse serait critère de vérité? Est-ce vraiment cela la politique, au sens véritable du terme? Certains pourraient dire, mais il y a même des philosophes, il y a des théoriciens de la politique qui ont donné la même définition. C'est par exemple le cas du célèbre Machiavel, dont la pensée a largement été déformée par l'opinion populaire, l'opinion publique. Machiavel a écrit un livre très célèbre de l'histoire de la philosophie qui s'appelle Le Prince, de Principatibus. Il est quelque part là, il n'est jamais très loin dans cette maison, mais je ne l'ai pas touché depuis un moment. Machiavel a écrit Le Prince. Et dans ce livre, globalement, il explique les stratagèmes que l'homme ou la femme politique doivent maîtriser, s'ils veulent être capables non seulement de prendre le pouvoir, de le conserver le plus longtemps possible. Machiavel, quelque part, définit la politique comme l'art de la conquête et de la conservation efficace du pouvoir. Dans le chemin de cet art, l'homme politique, selon Machiavel, ne doit pas s'embarrasser. L'essentiel est qu'il soit capable de cacher ses intentions. Mais tous les moyens sont bons en politique, dit Machiavel, pourvu qu'ils soient efficaces. Le prince doit être, dit-il parfois, à la fois loup et renard. Il doit être brutal comme un loup et rusé comme un renard. On a tôt fait de dire que tous les hommes, toutes les femmes politiques du monde passaient de très longues journées de leur vie à méditer sur le fameux livre de Machiavel, Le Prince, en latin de Principatibus. Et ainsi, le nom de la politique est, pour ainsi dire, gâté pour très longtemps. Entre une opinion qui est complètement découragée par la corruption, la violence, les mensonges de nombreux hommes et femmes politiques, et une philosophie politique qui, à travers notamment ses penseurs réalistes, à la Machiavel, à la Hobbes ou à la Carl Schmitt, définissent l'axe du politique comme le rapport de force, la puissance.
Eh bien, voilà une opinion très répandue. Pourtant, il y a une objection évidente contre cette conception très répandue de la politique. C'est que ceux-là même qui se plaignent de la politique, en disant que la politique c'est essentiellement le mensonge, la violence, la ruse, la recherche de la puissance, ils le disent d'une manière qui prouve qu'ils voudraient que la politique soit autre chose. Si on se plaint de la politique telle qu'elle se fait souvent, c'est-à-dire par le mensonge, par le crime, par la ruse, si on s'en plaint, c'est que quelque part, tout être humain est porteur d'une certaine notion du bien commun, du bien politique. Cela veut dire que nous ne sommes pas satisfaits de cette politique politicienne. Nous ne sommes pas satisfaits de cette politique de la violence, du mensonge et de la ruse. Pour une raison toute simple, hein. Personne n'aimerait qu'on ruse contre lui. Personne n'aimerait qu'on le trompe lui. Personne de sérieux n'aimerait qu'on le violente, qu'on le brutalise. Les gens qui aimeraient qu'on les violente ou qu'on les brutalise font partie d'une catégorie de malades mentaux qu'on appelle les sadomasochistes. Le sadomaso, c'est celui qui prend plaisir à faire du mal ou prend plaisir à ce qu'on lui fasse du mal. C'est encore l'équivalent de ce que nous avons appelé le Stockholmard, en référence avec le syndrome de Stockholm. Un syndrome qui avait été observé lorsque des employés d'une banque de Stockholm, en Suède, qui avaient été braqués, lorsqu'ils se sont retrouvés au tribunal, sont tombés amoureux de leur bourreau et se sont mis à demander au juge de ne pas être dur envers les bourreaux, les braqueurs. Alors, en dehors des Stockholmards et des sadomaso, qui heureusement ne constituent pas l'écrasante majorité de la population, eh bien, personne ne peut prendre plaisir à dire « Je suis heureux d'avoir des hommes, des femmes politiques qui me mentent, qui me brutalisent, des hommes et des femmes politiques qui confisquent le pouvoir et qui me traitent comme moins que rien. » Personne. Cela veut donc dire que la politique a une finalité plus grande. Même si cette finalité n'est pas toujours respectée, même si elle n'est pas toujours atteinte, qui que ce soit que nous soyons, ne pouvons pas nous satisfaire d'une définition de la politique simplement comme ruse, comme mensonge et comme violence. Alors, quelle est cette politique? Quelle est cette autre dimension de la politique qui finalement en constitue la justification supérieure? C'est que la politique, définition, est l'art du service du bien commun. Je reprends la définition. La politique est l'art du service du bien commun. L'art de servir le bien commun. L'art de gérer la chose publique. L'art de la res publica, la chose publique. Faire de la politique, c'est s'engager à servir la cause de l'amélioration de la collectivité humaine. La politique comme service du bien commun. Ce n'est pas la même chose que la politique comme instrumentalisation de la violence, de la ruse et du mensonge pour l'accaparement du pouvoir. Alors, vous pourriez me dire, mais cette définition de la politique, la deuxième que vous venez de donner, mon cher professeur, est complètement déconnectée de la réalité que nous voyons. Dans la réalité, le monde est en guerre. Dans la réalité, les voyous politiques prospèrent. Regardez l'Afrique, capturée par des dictatures comme celle de Biya Paul au Cameroun ou de Ouattara Draman en Côte d'Ivoire. Regardez la France avec le malfrat Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nagui Boksa qui nargue le peuple français après 20 petits jours en cellule, après des crimes économiques, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité. Barack Hussein Obama, le saccageur de la Libye, qui se promène libre et joyeux aux États-Unis, donnant même des conseils de moralité politique. Bref, en fait, on pourrait multiplier les exemples pour dire que, mais en fait quand même, en réalité, le monde est ce qu'il est. Tenons en compte. Et ce n'est pas, même là, ce ne serait pas vrai. Personne d'entre nous, personne de normalement constitué, ne doit souhaiter être gouverné par Biya Paul, par Ouattara Draman, ne doit souhaiter être gouverné par Sarkozy, Nicolas Paul de Nagui Boksa, ou ne doit souhaiter que des gens qui font ce que Obama, Cameron, Sarkozy ont fait en Libye gouvernent ce monde. Personne. Parce que quand vous dites que c'est normal ce qu'ils font, vous dites toujours cela parce que vous êtes assis actuellement devant votre téléviseur, devant votre téléphone,
devant votre écran d'ordinateur et vous êtes en train de me regarder. Et il n'y a pas une bombe qui vous est tombée dessus. Il est toujours facile de dire que c'est normal que l'injustice règne dans le monde. Alors qu'on est tranquillement assis, comme moi je suis assis, ici devant cette caméra, et je ne suis pas empêché de vous parler. Simplement parce que il y a une certaine justice qui me protège. Bon. Donc en fait, quel que soit le dédain, le dégoût que nous éprouvons envers la politique telle qu'elle marche dans le monde, nous sommes obligés de vouloir la politique au sens noble du terme. Si nous ne la voulons pas, ça veut dire que nous ne nous aimons pas. Cela veut dire que nous n'aimons pas notre famille, nous n'aimons pas nos amis. Toutes ces personnes que nous ne voudrions pas voir tomber sous le joug de la violence, de la criminalité, eh bien, si nous estimons que n'importe quoi peut se faire en politique, sachant que nous sommes en réalité un assassin de proximité. Assassin de proximité. C'est-à-dire que ceux-là même qui sont avec toi tous les jours là dans le monde, tu aimerais que n'importe quoi leur arrive. Si tu penses que la politique, c'est le crime, que la politique, c'est le mensonge et la ruse, si tu penses que c'est vraiment ce que la politique doit être, et qu'ici, il n'y a pas de normes à appliquer au terrain politique, tu es dans une logique suicidaire. Donc, il faut prendre très au sérieux la définition de la politique comme étant le service du bien commun. Parce que c'est la seule condition pour que nous restions des êtres humains. Si nous ne participons pas à cet effort d'améliorer l'environnement de nos vies, nous acceptons de subir une existence pire qu'animale, une existence bestiale. Nous acceptons de vivre dans la guerre de tous contre tous, où tout homme est un loup pour tout homme. Homo homini lupus. C'est une question de vie ou de mort de l'humain dans l'homme que de choisir la deuxième définition, le service du bien commun. Alors, mais au nom du bien commun, on peut faire des guerres. Oui! Au nom du bien commun, on peut faire preuve de la ruse. Parce que quand vous êtes en guerre contre un ennemi, il ne faut pas qu'il connaisse vos plans. Même un État qui combat pour le bien commun est obligé, à un moment donné, de faire usage de la ruse. Mais c'est une ruse au service du bien commun, pour protéger le bien commun. Là, c'est légitime. Dans des cas même extrêmes, un État peut être obligé, pour préserver le bien commun, pour protéger la justice, de ne pas dire la vérité. C'est un cas limite où il peut se l'autoriser. Quand ce qui est en jeu, c'est la justice et la vérité, et que pour les protéger, il faut tromper l'ennemi. Mais, je rappelle que le service du bien commun ne veut pas dire que l'homme, la femme politique ne feront pas la guerre. La guerre de résistance, la guerre de légitime défense sont légitimes et sont nécessaires pour le service du bien commun. D'accord? Donc il ne faut pas non plus penser que la deuxième définition que je vous donne de la politique est une définition naïve, candide. Non! Il y aura un usage légitime de la violence. Quand vous choisissez la politique comme service du bien commun, vous devez vous donner les moyens de défendre ce bien commun. L'importance de la défense, de la sécurité, même pour des États qui recherchent le bien commun, cette importance est cruciale. Car là où il n'y a pas de puissance, la justice est faible. Car elle ne peut pas appliquer ses jugements. Et là où il y a trop de puissance, la justice est absente, car alors c'est la violence qui règne. C'est donc un équilibre, une justice qui est l'administration de la du droit et de l'idéal. C'est cette justice-là seule qui peut exceptionnellement faire usage de la force. Donc quand je définis la politique comme le service du bien commun, je ne veux surtout pas vous dire ici que dans le terrain politique, il ne sera jamais, dans le service de ce bien commun, fait usage de la violence. La violence légitime est incontournable dans l'action publique contre les malfrats. N'est-ce pas? Contre les contrevenants, les délinquants et les criminels, eh bien, l'État doit sévir et il a besoin pour cela d'une police, d'une gendarmerie. Il a besoin pour cela de palais de justice et de prison. Mais c'est dans un cadre légitime. Quand un État est en guerre, par exemple contre les terroristes, on ne va pas au nom de la vérité donner aux terroristes des informations exactes sur le dispositif de défense du pays. On est obligé de tromper les terroristes pour pouvoir les détruire. Là, ça ne veut pas dire qu'on a choisi le mensonge. C'est au contraire qu'on retourne le mensonge au service de la justice. Et ça, c'est là le paradoxe de l'action politique, de l'action de l'État, lorsqu'il doit défendre le bien commun.
Il doit être capable de faire preuve de ruse. Mais une ruse qui est encadrée par la recherche et la protection du bien commun. Le bien commun, ce qui est considéré comme juste par la loi, ce qui est considéré comme juste par la conscience, eh bien, collective, d'une communauté historique. Bon. Alors, pourquoi j'ai commencé ce sujet par une véritable dissertation de philosophie politique, dans laquelle je soutiens la thèse que la politique, au sens véritable du terme, est le service du bien commun, et non l'art de la ruse, non l'art de la violence et du mensonge. Pourquoi je soutiens cette thèse? Mais parce que nous avons l'occasion d'en voir une application dans l'Alliance des États du Sahel. L'Alliance des États du Sahel est un laboratoire pour la philosophie politique, pour la science politique, pour la méditation existentielle. Pourquoi? C'est une alliance rassemblant 3 États africains, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui ont décidé de mettre ensemble leurs moyens de défense pour faire face à une menace commune, celle de l'impérial terrorisme. Des organisations terroristes créées par les puissances occidentales et leurs alliés moyen-orientaux afin de déstabiliser l'Afrique et de piller ses richesses. Ces pays ont décidé de se mettre ensemble. Mais ils se sont mis ensemble sur quelle base? Qu'est-ce qui explique la force de cette alliance? Pourquoi l'Afrique tout entière est fière de l'Alliance des États du Sahel? Il faut que vous sachiez pourquoi. C'est parce que l'Alliance des États du Sahel est un laboratoire où la politique est faite au sens noble du terme, c'est-à-dire au service du bien commun. Ce service du bien commun commence d'abord par un effort de vérité, un langage de vérité avec le peuple. Si les présidents Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani mentaient à leur peuple, il y a longtemps qu'ils auraient été renversés par ces peuples-là. Parce que les peuples intrépides du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont connus pour leur capacité à ne pas durer longtemps dans mauvais rêves. Les armées du Mali, du Burkina Faso et du Niger sont connues pour leur capacité à ne pas durer longtemps dans mauvais rêves, pour utiliser une formule ivoirienne. Si les régimes du Mali Koura à Bamako, du MPSR2 à Ouagadougou, du CNSP à Niamey tiennent debout, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils disent la vérité à leur peuple. Alors, quelle vérité disent-ils à leur peuple? Première vérité, ils ont expliqué à leur peuple pourquoi la misère organisée prospérait. Ils ont expliqué à leur peuple pourquoi ils sont dans la situation où ils les ont trouvés, à partir notamment de 2021, 2022, 2023. Ils leur ont expliqué que la situation dans laquelle se trouve l'Afrique en général, le Sahel en particulier, est la conséquence de la complicité entre des élites politiques africaines corrompues, pratiquant la politique au sens ignoble et non pas au sens noble, associées aux puissances impérialistes occidentales et moyen-orientales contre les intérêts africains. Ils ont convaincu les peuples que le mal vient de l'alliance entre certains des nôtres et ceux qui sont nos ennemis. Le mal vient de la France-Afrique. Le mal vient du néocolonialisme, de l'impérialisme et de leurs valets africains. Des gens qui servent en Afrique les intérêts opposés aux intérêts vitaux de leur population. Premier point. Deuxième point. Ces 3 pays, formant aujourd'hui la Confédération de l'AES, ont basé leur lutte antiterroriste sur la vérité. Contrairement à la quasi-totalité des autres pays africains qui basent leur lutte antiterroriste sur les demi-vérités, l'hypocrisie et le mensonge. Je voudrais commencer par parler des demi-vérités, de l'hypocrisie et du mensonge dans la lutte antiterroriste dans les pays en dehors de l'AES. Dans tous les pays pratiquement en dehors de l'AES, il n'y a pas le courage de nommer l'impérial terrorisme occidental et ses alliés, les monarchies pétrolières du Moyen-Orient, comme étant les véritables créateurs, parrains, financiers, armateurs. Les véritables bras séculiers du terrorisme qui nous ensanglante. Vous allez remarquer que dans des pays comme ceux de la CEDEAO, dans des pays comme la CEMAC ou la SADC, il y a essentiellement des dirigeants rompus à la langue de bois. Ils ne peuvent pas appeler un chat un chat. Posez la question à Paul Biya, le vieux tyran de mon pays natal. Monsieur Biya, dites-nous clairement qui finance, qui arme
les organisations terroristes comme Boko Haram qui ensanglantent votre pays? Réponse de Paul Biya. La réponse à cette question requiert un certain nombre de précautions. En effet, il y a des acteurs locaux et des acteurs internationaux, entre lesquels je dois dire qu'il y a des intrications et des enchevêtrements complexes et même parfois rédhibitoires. Ha! Biya Paul, Seigneur. Et il y a des gens qui disent, c'est un anticolonialiste, c'est un panafricaniste. Ah, il a défendu le... Ouais, Balok Pékin. Vous avez entendu la réponse? C'est-à-dire qu'avant qu'il ne finisse la réponse, là, tout le Cameroun dort déjà. Les gens dorment. Il n'a rien dit. On lui dit qui est derrière Boko Haram, qui est derrière l'État islamique et Al-Qaïda. Biya donne l'information scientifique. Cite ne serait-ce même qu'un auteur qui a travaillé sur le sujet. Comme ça, tu vas pouvoir dire que c'est lui qui a dit ça. Non, il ne peut pas. Nous ne sommes pas contre quelqu'un. Nous pensons que la lutte antiterroriste doit se dérouler en bonne entente avec la communauté internationale. Mais c'est pourtant cette communauté internationale qui parraine, qui arme et qui finance les organisations terroristes. Vous avez vu ça ou pas? J'ai dit, vous avez vu ça là ou pas? Le premier sujet qu'on a étudié là, ça vous a montré quoi? Vous avez écouté les officiels américains, oui ou non? Vous avez lu mon ouvrage, L'impérial terrorisme, oui ou non? Biya a déjà une copie de l'ouvrage. Au Cameroun, là, ils sont nombreux à avoir lu. Il ne peut pas dire. Vous savez pourquoi? Mais parce qu'il a la main dans la bouche des néocolonialistes français, des impérialistes occidentaux. Il leur doit son pouvoir. Ce sont eux qui l'ont mis là. Allez poser la question à Tshisekedi. Félix Tshisekedi, alias Fachi Béton. Monsieur Tshisekedi, alors qui est derrière les organisations terroristes qui ensanglantent l'Afrique, telles Al-Qaïda et l'État islamique? Si nous nous mettons à chercher de quel côté se trouve le problème, on se rendra compte que c'est la même qui nous accuse partout, ont beaucoup de choses à dire là-dessus. Tshisekedi, c'est la question qu'on vous a posée. On vous a demandé de dire qui a créé Al-Qaïda, qui a créé l'État islamique. Qu'est-ce qui vous empêche de dire c'est l'OTAN? Parce que vous, Tshisekedi, vous avez la main dans la bouche de l'OTAN. Allez voir Oligui Nguema, alias de Dansoman, de Libreville, le général Dansoman. Le voilà déjà, il est en train de danser. Dès que vous le... Oligui, attendez, on est en train de me mettre la musique là. J'ai fini d'abord de danser. Oligui, laissez la danse, répondez. Qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Honnêtement, je ne sais pas. J'étais en train de danser à Kendenge tout à l'heure là. Oligui, c'est pas ça la question. On sait que vous dansez à tous les rythmes. Ça, on vous aime bien même pour ça. Est-ce que vous êtes marrant quand vous dansez? C'est l'un des rares moments où on vous trouve intelligent. Mais, Oligui, qui finance le terrorisme? Qui finance le terrorisme au Sahel? Qui médiatise le terrorisme? Qui est le parrain d'Iyad Agali? Hein? C'est la DGSE française ou pas? Pardon. Moi, Oligui Nguema, vraiment, je suis un garçon gentil, je n'aime pas les problèmes. Hein? Vraiment, Bubala Zamba, je n'aime pas les problèmes. Moi, les gens de questions là, que vous mettez une autre musique. Moi, je vais danser le Ndomolo. Le voilà parti. Hein. Voilà nos dirigeants. Hein? Hein? Bon, allez demander ça à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Ouh, Bassirou. Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Le Sénégal est un pays de paix qui prône la stabilité et la démocratie sur le... Bassirou, s'il vous plaît, c'est pas cette question qu'on vous a posée. On sait tout ce que vous dites habituellement sur le Sénégal, votre litanie là, on connaît ça. Mais la question c'est qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? On peut dire précisément qu'il existe en effet un certain nombre d'acteurs plus ou moins visibles qui influencent... Seigneur, c'est pas possible. Bon, déplaçons-nous, allons voir M. Ouattara. M. Ouattara Draman, oui, mais je savais que tu n'allais pas m'oublier. Forcément, quand tu commences tes parodies, mon nom va sortir. M. Ouattara, de toutes les façons, vous savez que tant que vous n'êtes pas tombé, nous ne vous lâcherons point. Vous le savez. Bon, venez répondre ici.
Qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Moi, je trouve que derrière cette question, il y a beaucoup de panafricains. Ce sont les panafricains qui posent cette question. Sinon, vous savez, moi je suis pour le franc CFA, pour la stabilité. Et j'ai toujours dit que les bonnes relations avec la France, les États-Unis, c'est ça qui est important. Vous savez, la Russie, c'est un pays pauvre. D'ailleurs, les Russes ils sont plus pauvres que les Ivoiriens. Vous savez, la Côte d'Ivoire est en avance sur la Russie sur plusieurs points. Monsieur Ouattara, j'ai demandé qui a créé Al-Qaïda, l'État islamique, qui les finance, qui les arme. C'est la question que je vous ai posée. Mais Niamorode Batrade, je ne réponds pas à cette question. Tu veux que je m'accuse moi-même? Tu es malade ou quoi? Voilà Ouattara. Voilà sa réponse. Voilà sa réponse. En effet, s'il y répond, il sera obligé d'expliquer son propre rôle dans l'affaire, puisqu'il est une base arrière de l'OTAN. Il est une base arrière d'Al-Qaïda de l'État islamique, Ouattara Draman. Oui, des avions atterrissent chez lui avec des mercenaires criminels qui infiltrent l'AES par les frontières sud. Bon, allez, on va au Bénin. On va au Bénin chercher Patrice Talon qui sera étalé jusqu'à son étalement. Monsieur Talon, mais Franklin Yamsi, je pensais que tu m'avais oublié ces derniers temps, c'est pas possible. Monsieur Talon, non, venez là. On voit très bien que vous êtes en train de vouloir mettre le Bénin à feu et à sang, en suivant le modèle de votre aîné, eh bien, Alassane Draman Ouattara, et de votre grand maître, Biya Paul, le chef des dictateurs. Vous êtes en train de confisquer le pouvoir, Talon. Vous mentez aux Béninois d'un côté que vous êtes en train de partir, soit disant je m'en vais. Alors que de l'autre côté, vous cadenassez l'élection. Vous excluez l'opposition de l'élection, comme Ouattara l'a fait, comme Biya l'a fait, comme Oligui Nguema l'a fait, comme Bazoum l'a fait, comme Mamadi Doumbouya l'a fait. Vous excluez d'abord l'opposition, après vous dites qu'il y a élection. Comme Macky Sall le faisait. Bon, moi je vous appelle ici pour vous poser une question. Talon, qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Vous êtes quand même un chef d'État. Vous avez été président de la République pendant une décennie. Vous connaissez. Vous avez des dossiers dessus. Dites-nous. Mais écoutez, de toutes les façons, vous savez, c'est pas tout ce qu'on sait. Le secret de l'État est quelque chose de très difficile. Hein. Je ne peux pas m'aventurer comme ça sur ce sujet. Je sais quand même que les mercenaires, ils ont des aspects visibles et invisibles. Et puis c'est dommage. Talon. Vous dites que vous avez une formation de base de scientifique. En sciences, l'une des qualités rares que l'on développe, c'est la précision. Même s'il n'y a pas de vérité absolue, ou de précision absolue, mais nommez-nous les puissances de l'OTAN qui ont créé... Ah non. Vous savez, je ne peux pas parler de l'OTAN comme ça. Vous savez, l'OTAN, c'est quand même une organisation qui participe à l'équilibre du monde. Astaghfirullah. Alors, on a demandé qui a créé Al-Qaïda et l'État islamique. Dites ça aux Béninois, parce que l'armée béninoise est en train d'être massacrée. À votre frontière nord, on compte au moins maintenant 5 bains de sang en 4 ou 5 ans, au détriment de l'armée béninoise. Vous avez fait venir l'armée rwandaise, qui est pourtant une armée de suppôts de l'impérial terrorisme en République démocratique du Congo. Même au Mozambique, ils sont toujours dans des guerres hybrides, ces soldats rwandais de Kagame. Vous les avez fait venir pourquoi? Pourquoi donnez-vous le nord de votre pays en base militaire aux troupes françaises? Pourquoi? Et ensuite, vous vous plaignez des attaques terroristes. Pourquoi? Ah non, je ne peux pas répondre à tout ça. De toute façon, votre émission n'est pas un procès. J'ai aucune obligation. Oui, mais monsieur Talon, on vous connaît pour la lâcheté. La lâcheté, c'est votre point fort. Oui, on vous connaît pour ça. On interroge qui encore? Allons chercher un autre là. Il est caché à Bissau. C'est le satrape Mbalo. Monsieur Mbalo. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Moi, je pensais que tu m'avais oublié. Vous étiez parti dans Malupanaro. Mais monsieur Mbalo, pour faire quoi encore? Mais quelle question? Pour l'exploration del corpo femenino. Bon, c'est pas pour ça que je vous appelle, monsieur Mbalo. Alias le général Guterres Madi de Bissau. Venez ici, les Africains veulent entendre votre réponse. Qui est derrière Al-Qaïda et l'État islamique? Vous savez que la question de Al-Qaïda et l'État islamique est une question muy problématique. C'est une question majeure que moi, Mbalo, d'ailleurs j'étais chez Poutine, j'ai parlé de ça avec Poutine, je lui ai expliqué le problème dans tout un long et large. Je suis allé voir Zelensky aussi à Kiev, et c'était la guerre, hein? Ça tirait dans tous les côtés, et puis la République a été menacée. Mais vous savez, moi, Mbalo, j'ai fait le tour du monde. Mbalo, s'il vous plaît, on ne vous a pas demandé où vous étiez
On vous demande de nous dire qui est derrière ces organisations terroristes. Donnez-nous leurs parrains, la liste. Mais écoutez, moi je suis intéressé essentiellement par mon prochain mandat anti-populaire, anti-démocratique, mon prochain mandat crapulé et carampi à la tête de Guinée-Bissau. Je ne peux pas parler de ça, sinon les parents vont se fâcher contre moi. Tu connais comment il a fini, Manuel Noriega, celui qui vendait la drogue au Panama. Là. Moi, je ne vais pas finir comme ça. Hein. Je laisse passer la drogue et puis c'est pas mon problème. Hein. Moi, je veux simplement qu'on me laisse durer au pouvoir. Ça, moi, Mbalo, je ne peux pas vivre sans les pouvoirs. Attention, Mbalo. Hein. Attention, hein. En Guinée-Bissau, là, il y a des moments où l'armée se fâche. Hein. On a vu certains de vos ministres cachés sous les chaises à Bissau. Hein. Attention, Mbalo. Hein. Attention, hein. Mais vous ne voulez pas répondre à la question du terrorisme. Nous répondons à cette question. Et c'est une question moins dangereuse, ça. Très dangereuse. Je ne réponds pas à ça. Voilà. Voilà la politique en dehors. Voilà la politique en dehors de l'AES. Des flagorneurs, des brodeurs. Ne demandez pas à Sassou. Des flagorneurs, des brodeurs, des approximativistes. Ils sont très forts pour ça. C'est-à-dire que quand tu lui poses une question, il te répond, tu oublies ta question. Tellement sa réponse est hors sujet que tu en oublies ta question en chemin. Eh bien, dans l'Alliance des États du Sahel, le chat s'appelle un chat et non pas un animal poilu qui miaule et qui a des pattes griffues. Vous posez la question au président Assimi Goïta. Qui est derrière le terrorisme? Et il vous dit, ce sont les puissances qui ont saccagé la Libye en association avec Al-Qaïda et l'État islamique qui déstabilisent mon pays. Le terrorisme, ce sont les puissances occidentales et les organisations terroristes sont leurs alliés. Vous prenez votre avion, vous atterrissez à Ouagadougou. Vous allez voir le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous lui posez la question, Monsieur le Président, qui est derrière les associations terroristes? Réponse claire, c'est le néocolonialisme français, c'est l'impérialisme occidental, ce sont les puissances de l'OTAN qui sont alliées à Al-Qaïda et l'État islamique parce qu'elles veulent nous imposer leurs conditions de coopération commerciale. C'est de ça qu'il s'agit, c'est d'une guerre hybride de recolonisation impérialiste. Stafroullah. Ouais, voilà une réponse. Vous reprenez votre avion. Vous allez à Niamey. Vous allez rencontrer le président de la République du Niger. Son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani. Vous lui posez la question. Monsieur le Président, qui est derrière les organisations terroristes qui attaquent le Niger, le Sahel et l'Afrique? Incontestablement, c'est le néocolonialisme français, associé à plusieurs autres puissances occidentales de l'OTAN qui attaquent mon pays pour pouvoir mettre la main sur nos richesses faramineuses et maintenir notre peuple dans la misère. Voilà! Voilà trois présidents. Voilà trois présidents. Quand ils ont répondu à une question, les Africains comprennent que la réponse a été dite en français, en anglais, en Hausa, en germain, en bambara, en foufoulde, qu'elle a été dite en bassa ou en lingala. Si c'est eux-là qui répondent, voilà et on comprend. Ils ont répondu à la question. Vous avez vu comment les billets tournaient, les ouligis tournaient. Vous avez vu comment Ouattara. Voilà le langage de vérité. C'est à cause de ça que ces gens-là nous donnent envie de la politique. L'AES nous donne envie de la politique. Parce qu'elle n'est pas présidée par des menteurs. Elle n'est pas présidée par des mythomanes. Vous avez donc la preuve que la politique peut être au service du bien commun. Dès lors que des dirigeants politiques parlent un langage de vérité, le peuple reprend confiance en la politique. Quand vous allez au Burkina Faso, que vous allez vous imprégner du travail des chantiers Faso-Mebo, vous voyez que ce qui unit les gens là, c'est qu'ils partagent la même vérité. Ils partagent la même conviction. C'est d'abord sur le plan mental et spirituel que le peuple burkinabé est rassemblé. Il est rassemblé par le fait que la politique qui est menée est véridique. C'est ce qu'il faut faire. Si vous allez au Niger, regardez la tournée que le président Tiani est en train de faire dans le pays. La puissance de cette tournée. Ce n'est pas la distribution de billets de banque à tous les carrefours. Hein. Comme on le fait dans la Ouattari en Côte d'Ivoire ou dans la Bia kleptocratie au Cameroun. Ce n'est pas les chiffons avec de l'huile. Hein.
les Nigériennes et les Nigériens sortent comme un seul homme sur les pas de leur chef pour lui témoigner leur reconnaissance pour sa politique de vérité. Et les gens viennent fondamentalement écouter les discours du président Tiani. Parce que quand le président Tiani parle, la vérité sort. Vous lui tendez même un demi-micro. Ce qu'il met dedans là, ça rentre dans l'être humain, du cerveau à l'orteil. Du cheveu du crâne là, jusqu'à l'orteil. Quand il parle. Oui! Et les Nigériens sortent vers le président Tiani pour entendre la vérité. La vérité. Parce qu'ils ont été pendant longtemps tympanés, encombrés, aveuglés par des menteurs. Des menteurs. Oui! C'est la force de la vérité qui illumine l'AES. Allez donc au Mali. Quand le président Assimi Goïta, confronté à la tentative de coup d'État énergétique, et ses compagnons ont expliqué ce qui se passait à leur peuple, n'a-t-on pas vu ce peuple malien, qui est l'un des peuples mais les plus redoutables d'Afrique? N'a-t-on pas vu ce peuple-là rentrer humblement dans les rangs quand les stations étaient à peine remplies? Chercher humblement et patiemment des solutions, refusant de se révolter contre ces dirigeants, alors que c'était l'objectif recherché par les néocolonialistes français et les impérialistes occidentaux, y compris par leur campagne de presse et leur campagne diplomatique. Qui n'a pas vu? Parce que le président Goïta et l'ensemble de son gouvernement ont expliqué aux Maliennes et aux Maliens de quoi il s'agissait. Allez écouter son allocution quand il inaugure la deuxième mine, la deuxième usine de lithium du Mali. Il a tout expliqué aux Maliens. Il n'a pas caché les difficultés. Il n'a pas caché la détermination. Il n'a pas caché le choix des solutions. Tout est posé sur la table. C'est-à-dire que la rumeur ne prospère pas dans les pays où les dirigeants disent la vérité. C'est dans des pays où des menteurs sont au pouvoir que la rumeur informe mieux que la parole du chef, que la parole du gouvernement. Les Maliens ne vivent pas de rumeurs. Quand ils ont écouté leur président, ils ont écouté leur premier ministre, ils ont écouté leur ministre, ils ont écouté leurs militaires, les Maliens rentrent chez eux. Ils savent qu'on leur a dit la vérité. Vous pouvez balancer toutes les rumeurs sur RFI, LCI, France 24, etc. Ils n'en ont rien à cirer. Tellement même ça les énerve d'entendre les mensonges qui sont dits sur eux qu'ils foutent dehors toutes les chaînes mensongères. Oui! Les autorités et le peuple sont unis contre le mensonge. C'est ces bons débarras. On veut plus, les menteurs, on est fatigué. On ne veut même pas les écouter. Et je voulais insister sur cette expérience de la politique de la vérité. Le président Ibrahim Traoré est souvent revenu sur ce problème. Reprenons une objection qu'on entend dans certains milieux où la langue de bois est le principe de la parole politique. Le président Traoré fait remarquer que certains reprochent aux dirigeants de l'AES, et à lui en particulier, il est reproché, soi-disant de trop parler. Voyez, il parle trop. Ah non, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. En réalité, derrière cette affaire de il parle trop, on souhaiterait que les dirigeants de l'AES retournent à la politique de la langue de bois. La politique des discours que le peuple ne comprend pas. La politique du mi-figue, mi-raisin. La politique de la circonlocution, du contournement, de l'emberlificotement. Cette politique-là du semi-langage, c'est une politique clair-obscur. On veut qu'ils y retournent. Parce que c'est là-dedans que prospèrent les bourgeoisies compradors, les profito-situationnistes, les individus lugubresques et ténébreux. Ils adorent la politique qui s'exprime de manière floue. Parce que c'est dedans, quand c'est flou, qu'il y a un loup. Le président Traoré a toujours répondu que la vérité, c'est la maison du révolutionnaire. Un révolutionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui est au service de la transformation positive de la condition de son peuple, ne ment pas. Il ne ment pas son peuple. Il a surtout peur de mentir à son peuple. Car dès lors qu'il commence à mentir à son peuple, c'est la rupture du contrat moral et spirituel qui le lie à son peuple qui est engagé. Et c'est la perte de son âme et de l'âme de son peuple qui l'engage. Le président Traoré a expliqué à plusieurs fois devant les journalistes, par plusieurs fois, l'importance du langage de vérité, comme étant la base de la confiance, qui est le ciment de la société éveillée.
Le langage de vérité consiste à ne pas occulter la réalité, ne pas empêcher les gens d'accéder à ce qu'il en est de leurs conditions réelles et d'assumer cette condition. C'est un langage qui est en fait un acte d'amour envers son peuple. Parce que quand on déteste un peuple, on ne lui dit pas la vérité. Les dictateurs de la France-Afrique ne nous disent pas la vérité parce qu'ils ne nous aiment pas. Ils n'aiment pas les peuples africains. Ils s'aiment eux et leurs maîtres qui les ont instaurés. Quand tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne lui dis pas la vérité. Donc, cet élément important, il était temps qu'on le remette au cœur de notre pratique politique. On ne pourra pas développer l'Afrique avec des dirigeants qui mentent à leur peuple. On ne pourra pas développer l'Afrique avec des dirigeants qui ont peur de confier la connaissance de la réalité qu'ils ont. Alors, on ne pourra pas développer l'Afrique avec des gens qui encouragent leurs conseillers à leur mentir. Des dirigeants qui sont entourés de flatteurs ne peuvent pas développer un pays. Parce que l'image que leurs conseillers leur apportent est une image fausse de la réalité. Et le développement même qu'ils impulsent sera une pure apparence. Ce n'est pas un développement qui va s'ancrer dans la durée. Car il ne passe pas par la transformation intérieure des personnes qui est la base du véritable progrès. Il n'y a pas de progrès dans une société où les individus ne mûrissent pas par la connaissance, par l'amour de la vérité et de la justice. Il n'y a pas de progrès. Et c'est cela que l'Alliance des États du Sahel nous apprend. Je conclus donc ce point. Écoutez, l'Alliance des États du Sahel dément la conception vulgaire, négative, péjorative, la conception ténébreuse de la politique. L'existence de l'Alliance des États du Sahel et la manière de se comporter des dirigeants de cette alliance envers leur peuple replace la politique au sens noble, au centre du village africain. Et nous devons nous féliciter d'avoir des dirigeants de cette qualité. Dans une Afrique par ailleurs dirigée par des crapules, sans foi ni loi, notamment les dictateurs valets de la France-Afrique, imposés à nos peuples pour leur malheur. On ne peut pas désespérer de la politique quand on a des révolutionnaires de la trempe, des présidents Tiani, Traoré et Goïta à l'œuvre. C'est extrêmement important, c'est ce que je tenais à souligner ici.